On va continuer avec quelques remarques sur cette linéarisation. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a des méthodes pour trouver la bonne sortie y égale h de x qui va linéariser notre modèle, quand cette sortie existe évidemment. Ces méthodes ne sont pas forcément très très compliquées, mais il y a beaucoup d'outils mathématiques à introduire. Et, je pense que c'est plus raisonnable dans ces conditions de ne pas rentrer dans ces détails. Et puis la deuxième remarque, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le degré relatif est plus petit que le degré du modèle, c'est-à-dire imaginez que vous avez un degré relatif égal à ρ et votre vecteur d'état est de dimension n, avec ρ plus petit que n. Dans ce cas-là, si je rappelle le modèle, ça veut dire que vous avez des dérivés qui sont nuls, donc vous n'avez pas de u qui apparaît pendant un certain temps, mais u apparaît trop vite, vous n'avez pas assez de variables pour faire votre changement d'état, pour avoir votre chaîne, votre cascade d'intégration. Dans ce cas-là, on peut mettre le modèle sous une forme qu'on appelle normale. Alors c'est une forme qu'on n'utilisera pas vraiment nous, parce qu'on n'aura pas le temps d'explorer tout ce que je voulais explorer, mais cette forme normale permet de mettre le modèle sous une forme un peu particulière où la commande n'apparaît que dans la partie basse, la partie inférieure. Il est divisé grosso modo en deux parties, votre modèle. Une partie où il n'y a pas de commande et une partie où la commande apparaît. Et ça permet de faire des calculs simplifiés, notamment sur la commande par mode glissant ou d'autres commandes de type backstepping qu'on abordera juste après. Voilà, quand vous n'avez pas toutes les variables nécessaires, vous pouvez mettre votre modèle sous la forme normale en opérant un changement de variable. Donc changement de variable, vous avez déjà plein de variables qui sont les dérivés ici, mais vous n'en avez pas assez, il vous en manque. Donc on les appelle les variables phi, ils doivent évidemment être nuls en 0, sinon le changement de variable ne fonctionnerait pas. Et il faut évidemment que dans cette première partie, il n'y ait pas de commande qui apparaît, donc il faut que la dérivée ici par rapport à g, la dérivée de l'i par rapport à g là, soit nulle, quelles que soient pour toutes ces dérivées là. Donc si vous garantissez que ça c'est nul, vous garantissez que u n'apparaîtra jamais dans ces premières dérivées, dans cette première partie. Donc sous cette forme normale, la commande n'apparaît que dans la deuxième partie quand on dérive psi de x. Alors je vais vous donner un exemple de cette forme normale. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez un modèle, donc là ça marche bien, hein, juste pour vous dire cet exemple est pris pour que ça marche bien, et plein de fois on arrive à des choses difficiles, faire des changements de variables et trouver les variables en question, c'est jamais vraiment très simple, donc ici ça marche bien, c'est bien pour illustrer. Donc vous avez un modèle à 3 dimensions, et puis vous prenez une sortie égale à x3, donc on sent bien qu'on n'aura pas assez de variables quand on va dériver, puisque la u va apparaître directement. Donc juste en termes de notation, quand j'écris f de x plus g de x u, vous voyez que ici, mon f de x, c'est tout ce qui concerne les x, donc vous allez avoir f1, f2, f3, et puis mon g, vous allez avoir un g1, g2, g3. Ici, le g, du coup, apparaît que linéairement, donc c'est le vecteur 0, 0, 0, 1, 1. C'est là où les u apparaissent. Donc ici, on n'a pas 1 et 1. Donc on s'en servira quand on voudra trouver les variables phi. Donc on prend notre y égale x3, on dérive. Quand on dérive, on tombe sur x.3. Et puis vous avez un moins x1 plus u. Voilà, voilà, on ne peut pas faire notre chaîne d'intégrateur. Mais on peut faire la forme normale. Vous voyez que je commence à fatiguer parce qu'il y a pas mal de ratures et que les photos commencent à déraper aussi un peu, mais voilà, il est tard, mais il faut avancer. Donc on cherche un changement de variable t de x qu'on pose en phi1, phi2 et z3. Donc vous voyez, oui, j'ai mis z3 ici, généralement je commence par z1, mais vous avez vu la forme normale, on met la chaîne d'intégrateur, on la met à la fin là. Donc les variables ici, j'ai commencé pour z3 pour que ça soit un peu plus joli comme ça. Si j'avais mis z1 ici, ça aurait été bizarre. Donc phi1, phi2, z3, phi1, phi2, donc on ne les connaît pas, mais on veut que la dérivée par rapport à g de phi1, dérivée phi2, pas par rapport à g, la phi1 sur x fois g, donc la dérivée de l'i de phi1 par rapport à g et phi2 par rapport à g, doivent être nulles.
Donc, comment on fait ces dérivés? Donc, phi1 potentiellement dépend de x1, x2, x3. Donc, quand on dérive par rapport à x1, finalement, on fait le gradient de phi1 fois scalaire le g, enfin un produit scalaire. Et donc, on obtient une équation là de dérivée. On obtient les deux mêmes parce que les coefficients sont 1 et 1 dans le g, sont les mêmes. Donc, on obtient les deux mêmes coefficients. Donc, une solution possible pour cette première équation différentielle. Voilà, vous voyez que c'est là où ça peut être compliqué, parce que ici, c'est une équation qui est un peu simple, une équation de dérivée partielle qui est un peu facile à trouver, on peut trouver des solutions facilement, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué, et pour résoudre, c'est pas évident. Donc une solution possible ici, c'est phi égale x1, parce que la dérivée par rapport à x2, x3 est nulle, donc ça marche très bien. Pour phi2, on pourrait trouver la même solution, mais évidemment, notre changement de variable ne marcherait pas, puisqu'on aurait une dépendance, on aurait x1, x1 et z3, bon, évidemment, ça ne marcherait pas. Donc il faut trouver une autre solution. Pour trouver une autre solution ici, voilà, bon, il faut un peu chercher, c'est pas forcément très compliqué ici. Quand on prend x2 moins x3, on a l'équation qui est vérifiée. Donc pour notre t de x, on a x1, x2 moins x3 et x3. Donc le z3, je l'ai réécrit en forme de x3, parce que c'est normalement t de x là, et notre z3 c'était bien notre x3. Donc on peut réécrire ça sous forme matricielle juste pour un peu mieux voir ce problème de difféomorphisme. Donc il y a des 1 sur la diagonale, donc ça veut dire que notre variable phi1, phi2 et z3 est égale à cette matrice fois x. Cette matrice est inversible, donc on peut exprimer x en fonction de phi1, phi2, z3. x1, x2, x3 peuvent s'exprimer de manière unique en fonction de phi1, phi2 et z3. Donc, notre modèle devient quoi? Eh ben, vous remplacez phi.1, vous avez moins phi1 plus phi2. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, voilà, votre x1, c'est phi1, et votre x2 moins x3, c'est phi2. Pour phi.2, c'est un peu plus compliqué. C'est x2 moins x3 qu'il faut dériver. Les u se simplifient, il n'y a plus de u, et vous tombez sur cette expression-là. Je vous laisse vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Et z.3, on a aussi directement moins phi1 plus u. Donc la commande n'apparaît que sur cette dernière équation. Voilà un exemple de forme normale.